Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Dans notre émission ce soir, nous allons vous parler d'apprentissage. Alors c'est quoi l'apprentissage? C'est plus que le stage, puisqu'en général, ça dure 2 ans et c'est de l'alternance entre l'école et l'entreprise. Alors le président de la République, François Hollande, en a parlé. Il faut former des apprentis, 500 000 d'ici 2017. Et ici aussi, localement, région Pays de la Loire, on va mettre aussi la main à la pâte avec le nouveau président de région, Bruno Retailleau, qui a décidé d'organiser ce jeudi un Grenelle de l'apprentissage, en gros une table ronde entre tous les acteurs du secteur. Mais voilà, derrière tous ces objectifs, derrière tous ces chiffres et ces réunions, il y a une réalité vécue dans les entreprises par les apprentis et leurs maîtres d'apprentissage. Et c'est ce qu'on a voulu vous montrer ce soir avec 2 exemples concrets dans la menuiserie et dans la boulangerie. En fin d'émission, on ira aussi prendre l'air, une escapade nature avec l'association Bretagne Vivante. Ils viennent régulièrement sur ce plateau pour nous parler de l'environnement, de la faune et de la flore. Et ce soir, on va visiter une réserve de nature qui se trouve à Trélières. Apprentissage et nature, c'est le thème de l'émission du jour et ça commence après la virgule. En matière d'apprentissage, il faut d'abord donner quelques chiffres. 400 millions d'euros, c'est le budget qu'accorde la région Pays de la Loire à l'apprentissage. C'est le budget numéro 1 de notre région, puisque la région est en charge notamment des centres de formation d'apprentis, les fameux CFA. Il y en a 53 chez nous, des aides financières aussi diverses, et puis et bien sûr des lycées, parmi lesquels il y a les lycées professionnels. Ça concerne 27 100 apprentis pour l'année 2015. Voilà un petit peu un échantillon des chiffres de l'apprentissage chez nous. Et on va en parler concrètement avec nos invités, notamment David Picot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître d'apprentissage, C'est ça. mais également donc gérant d'une boulangerie-pâtisserie qui se trouve à Sautron, qui s'appelle Création Gourmande. Et vous avez parmi vos apprentis Manuela. Bonsoir. Bonsoir. Manuela Ferré, qui est donc apprentie en brevet professionnel de boulangerie depuis 1 an et demi déjà. On va en parler de votre situation concrète, quotidienne, d'ici quelques instants. Mais d'abord, comme je le disais, on va voir un reportage aussi qui se passe dans une menuiserie. Alors là, l'apprenti est un peu plus jeune. Hein. Il a commencé à 15 ans, on verra. Donc on va voir cette réalité vécue dans une menuiserie avant de passer à la boulangerie. Dans cette entreprise de menuiserie nantaise, on a toujours accueilli des apprentis. C'est une philosophie depuis 30 ans. Valentin n'est donc pas le premier, loin de là. Arrivé ici en 2009, il a franchi toutes les étapes de l'apprentissage, du CAP au brevet professionnel, avant de décrocher un CDI l'an dernier. Et il ne regrette rien. L'apprentissage, c'est une manière vraiment concrète de déjà mettre un pied dans le monde du travail. À l'âge de, pour moi, j'avais 15 ans du coup, à l'époque. Et on rentre déjà dans notre futur, quoi, dans le métier qui sera le nôtre plus tard. Avec un apprenti, on ne gagne jamais d'argent, mais on en perd très rarement. Les professionnels reconnaissent aussi qu'ils doivent faire des efforts, être patients et pédagogues. Vous n'allez pas lui demander de sauter 1,50 m s'il est capable de sauter qu'1 mètre. Donc vous allez l'engueuler s'il ne saute pas les 1,50 m, alors que si vous lui donnez 80 cm à sauter et qu'il peut sauter 1 mètre, là vous allez le féliciter. Et après on va progresser. Finalement, le principal frein à l'apprentissage, c'est sans doute la réglementation, en particulier pour les mineurs. Les normes de sécurité ont parfois de quoi dissuader. On a un exemple qu'on peut citer, effectivement, d'une entreprise où il a fallu noter la totalité des références des machines, donc environ 200 machines, parce que l'apprenti était susceptible de les utiliser pendant ces 2 ans d'apprentissage. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est pas ça qui va améliorer la sécurité, et c'est une contrainte qui peut empêcher les entreprises de prendre des apprentis. Autre point de blocage, et non des moindres, les mentalités, celles qui placent l'apprentissage dans une voie de garage, un deuxième choix, loin derrière les études supérieures. Voilà, un exemple. Dans la menuiserie, on va voir ce qu'il en est aussi dans la boulangerie-pâtisserie. Il y a des points communs et puis des différences aussi dans ces atouts, dans ces contraintes que peuvent représenter l'apprentissage. Vous êtes en activité depuis 20 ans en tant que boulanger-pâtissier, surtout pâtissier, installé à Sautron depuis 8 ans. Et vous avez toujours pris des apprentis. Alors, on entend dire en ce moment qu'il y en a de moins en moins, que les entreprises ont du mal à avoir des apprentis. Vous, c'est pas le cas, vous en avez toujours pris? Non, je l'ai toujours eu, ouais. Ouais. Toujours et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Alors, le plaisir de transmettre, déjà, hein, ça c'est un facteur important. Et puis bon, oui, il faut pas nier que c'est quand même un salaire moindre par rapport à un salaire d'ouvrier, surtout les charges, hein, on est quand même moins chargé, qui fait que on se met à prendre des apprentis dans les entreprises, oui. Mais sur l'aspect transmission, déjà, vous avez été vous-même apprenti aussi. Ça. Oui, donc oui, vous savez les bénéfices que ça représente. Oui. C'est pour ça. Ah oui, c'est le plaisir, le plaisir de transmettre, le plaisir
que quelqu'un refasse ce que moi j'ai vécu. Oui, oui, c'est quand même. Et de voir d'anciens apprentis qui évoluent dans le métier. Ouais, et qui arrivent même à des concours. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Oui, oui. J'ai des anciens apprentis qui sont presque aux quatre coins du monde. Hein. J'en ai une à Montréal, une ancienne apprentie à Montréal. Ouais, si, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est une fierté. Une fierté, voilà, c'est ça. Alors vous, Manuela, je le disais, vous êtes en brevet professionnel de boulangerie depuis 1 an et demi. Pourquoi vous avez choisi cette formation-là? Alors moi j'ai choisi l'apprentissage déjà parce que, comme il l'a dit dans le reportage, on apprend le métier directement dans l'entreprise. On touche à tout. On est directement lié avec les responsabilités, la clientèle, le patron, tout ça. Donc ça fait un ensemble que du coup, pour la suite, c'est plus facile pour entrer dans le monde du travail, quoi. Oui, c'est ça. C'est aussi, on se dit, si on fait de l'apprentissage, on trouvera plus facilement du travail. C'est entrer en ligne de compte aussi dans vos choix? Oui, quand même, parce que les patrons, ils regardent aussi où est-ce qu'on a évolué, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu réaliser, quelle étude on a. Et du coup, c'est vrai que l'apprentissage, c'est quand même plus important par rapport aux patrons. C'est plus facile pour eux de dire, c'est vrai que tu as de l'expérience quand même. Alors vous avez toujours voulu être boulangère, Oui. depuis toute petite. Hein. C'était même votre stage de 3e. Déjà, c'était fait en boulangerie, ça a confirmé votre vocation. Mais en gros, si aujourd'hui on veut être boulanger-pâtissier, il y a quoi comme option? Il n'y a que l'apprentissage ou sinon, on fait quoi? Oh non, il y a les lycées professionnels. Ouais. Après, moi, je sais pas trop. Je me suis directement dirigée vers l'apprentissage, donc je n'ai pas trop cherché. Mais il y a les lycées professionnels et je pense que... Le mieux, c'est l'apprentissage, quoi. Oui, je pense aussi. En fait, pour certains métiers comme le vôtre, c'est un peu la voie royale quand même. Ouais, on apprend beaucoup plus et ça va plus vite, quoi. Par exemple, par rapport à quelqu'un qui est en lycée pro, il va gagner la moitié de son temps en apprentissage, quoi, parce que ça va beaucoup plus vite. L'évolution est plus rapide. Parce qu'en lycée professionnel, ça se fait sur place, quoi. Voilà, ça se fait Oui, dans le puis ils lycée. font beaucoup moins de pratiques, beaucoup moins, voilà, sur place. Ils n'ont pas l'entreprise, ils n'ont pas la vie d'une entreprise. Alors qu'un apprenti qui a vécu la vie d'une entreprise, quand il arrive ouvrier, il sait déjà comment ça se passe, comment il faut être quand il faut ouvrier. Voilà, c'est quand même important. Ouais. Donc on a vu voilà, les avantages que ça peut représenter pour les apprentis et puis aussi pour les maîtres d'apprentissage, pour les entreprises, hein, d'avoir des apprentis chez eux. Mais il y a aussi des inconvénients. On entendait dans le reportage aussi l'aspect réglementaire qui des fois peut être un peu contraignant. Vous y retrouvez aussi là-dessus? Oui, sur notamment comme monsieur disait, sur les machines, oui, forcément, apprendre des mineurs. Moi, je sais que je prends pas de mineurs notamment. C'est surtout ça, hein, c'est surtout pour les mineurs, parce que quand on arrive en CAP, on peut très bien être encore mineur, quoi. Oui, voilà. Les mineurs, c'est quand même, il faut, moi je vois dans notre métier, ils ne peuvent pas travailler la nuit. Il faut une dérogation pour qu'ils travaillent le dimanche. Puis après, les machines, il y a une personne de la médecine du travail qui vient pour contrôler les machines, la dangerosité, les sécurités. Voilà, donc. Ça vous aimeriez que ce soit un petit peu plus souple pour pouvoir justement qu'ils nous fassent un peu plus confiance, quoi. Ouais. C'est un peu plus confiance. Et alors, après avoir des apprentis, c'est aussi une organisation, évidemment, comme je le disais en préalable, pour rappeler un peu ce qu'est l'apprentissage. On est dans l'entreprise, mais on est aussi à l'école. En l'occurrence, vous, Manuela, vous êtes 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. C'est ça. Comment ça se passe quand Manuela n'est pas là, quand elle est à l'école? Comment vous faites? Il faut s'organiser. Ça, c'est sûr que en boulangerie, on peut pas trop s'organiser parce que c'est fait au jour le jour. Après, par exemple pour Pâques, là, parce qu'on est dedans. On approche. Moi, je me suis organisé en fonction que mes apprentis pâtissiers, quand ils partent à l'école, c'est pas là que je fais du chocolat, par exemple. Voilà, j'ai fait les chocolats quand ils sont en entreprise. Donc c'est une organisation. Ça se fait, quoi. Oui, parce que vous aujourd'hui concrètement, il y a Manuela donc qui est en boulangerie, mais vous avez aussi des apprentis en pâtisserie. Vous en avez 3 c'est ça, ouais. aujourd'hui parmi les 11 salariés. Voilà. C'est à peu près toujours comme ça? Oui. Non, je suis même monté à 3 apprentis en pâtisserie. Donc faut savoir gérer. Oui, c'est toujours comme ça.
Ouais, c'est... Et vous aussi, il faut savoir s'organiser. Hein, de l'autre côté, en tant qu'apprenti, voilà, on passe du rythme de l'école au rythme de l'entreprise. Il faut savoir gérer l'entreprise et les cours, parce que c'est vrai que c'est contraignant quand même. Il faut savoir bosser aussi les cours quand on est en entreprise. Alors que c'est pas facile. Quand on a fait une journée de travail, on n'est pas forcément motivé pour travailler aussi ses cours. C'est toute la difficulté de l'apprentissage, je pense. Parce que c'est bien beau de travailler, mais il faut aussi aller à l'école et continuer ses études pour avoir l'examen, quoi. Donc c'est compliqué. Donc, toujours... ouais. Et vous, en termes d'organisation, vous y arrivez quand même? Parce que c'est pareil, là, en l'occurrence, vous êtes au CIFAM à Sainte-Luce-sur-Loire pour travailler. Donc c'est un centre de formation d'apprentis qui dépend de la Chambre des métiers. Et après, donc, vous êtes en boulangerie-pâtisserie à Sautron. Comment on s'organise aussi dans la vie de tous les jours? C'est vrai que c'est compliqué. Des fois, on se dit, mince, je suis en cours 2 semaines. Au final, 2 semaines d'entreprise, ça passe quand même assez rapidement parce que on enlève les jours de repos et tout. C'est vrai que ça passe vite. Et du coup, on se dit, je retourne déjà en cours la semaine prochaine. Donc, il faut s'organiser là-dessus aussi. Au boulot, on essaye de faire le plus possible pendant qu'on est là, quoi. Et puis après, on retourne en cours. Donc, c'est tout un truc, quoi. Voilà, toute une organisation. Et il y en a qui tiennent pas justement hein, aussi. Le choc, ça arrive, voilà, des apprentis qui démarrent, ça vous arrive aussi, et qui lâchent en cours de route. Oui, pas facile de gérer l'entreprise et puis l'école. Faut savoir, ce que Manuela n'a pas dit, c'est que les jours de congé, souvent, c'est pour se mettre dans les cours. Hein. C'est pas pour partir en week-end, souvent. C'est faut au moins se réserver sur les 2 jours qu'on a par semaine. Il y a au moins une journée qui est réservée pour les cours. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui n'acceptent pas ça, qui n'arrivent pas, et qui baissent les bras et qui abandonnent. Donc ça, oui, c'est les difficultés aussi vécues par les apprentis. Mais vous, est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres obstacles, qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues pour avoir des apprentis ou pas? Ou finalement, les choses sont assez facilitées? Non, ça va. Enfin, moi, pour ma part, ça se passe très bien. J'ai des contacts au CFA de Sainte-Luce qui me permet d'avoir des apprentis, donc ça se passe bien. J'ai pas de soucis là-dessus. Oui, donc contrairement à ce qu'on entend dire, parce qu'on on dit les entrepreneurs ont du mal à trouver des apprentis, les apprentis ont du mal à trouver des lieux pour faire leur apprentissage. En fait, c'est idyllique dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie. Oui, mais ça dépend après. Voilà, c'est le jeune qui choisit finalement après. C'est lui qui décide. Voilà, donc il y a des bonnes entreprises, il y a des moins bonnes. Donc souvent, c'est les moins bonnes qui ont du mal à trouver des apprentis. Donc après, voilà, faut voir où est le problème, quoi. Voilà. À la finale, c'est le jeune qui choisit. Oui, c'est ça. C'est peut-être qu'on n'offre pas toujours les bonnes conditions d'accueil, parce que ça demande du temps. C'est ce qu'on voyait aussi dans le reportage. Où on est en formation, quand même. On est en apprentissage. Justement, vous devez dégager du temps aussi pour former ces jeunes-là, évidemment. Oui, je dégage du temps. Moi, on fait tout dans notre entreprise, que ce soit la pâtisserie, le chocolat, la glace, la viennoiserie, donc le pain, enfin tout. Donc, c'est ce que le jeune recherche aussi. La plupart d'entreprises, c'est de pouvoir, voilà, parce que c'est justement là, c'est les entreprises où ils ne font pas tout. C'est là justement, c'est ceux-là qui ont du mal à avoir des apprentis, parce que le jeune, il n'est pas dupe, il sait que je verrai pas ça, je verrai pas ceci, je verrai pas cela. Donc ma formation sera pas complète, quoi. Voilà, donc je veux pas y aller. Alors en plus, vous, ça se passe tellement bien que vous en gardez souvent en fait des apprentis. Vous les gardez au sein de l'entreprise, ça arrive régulièrement. Manuela doit rester. C'est un scoop ce soir sur le plateau. Manuela va rester. Elle va avoir un contrat à l'issue de son apprentissage. Passe son examen au mois de juin et je l'embauche après derrière. J'ai un ouvrier pâtissier, ça fait 4 ans qu'il est chez moi. Il a fait son brevet technique des métiers BTM, pâtissier chez moi, donc oui, je l'ai gardé. Un ouvrier boulanger aussi qui a fait son brevet professionnel. Donc oui, je les garde. Bon, après, je les garde pour un laps de temps. Donc il faut faire quand même aussi un bon recrutement à la base. Oui. On garde les bons éléments en général. Voilà, on garde les bons éléments. Mais du coup, ça confirme un petit peu aussi cette tendance qu'on dit que quand on va dans l'apprentissage, on est sûr de trouver un travail. C'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure. A priori, les chiffres, c'est 70% des gens qui font un apprentissage sont sûrs de trouver un boulot derrière. Ah oui. Enfin, nous, en tout cas, dans notre métier, oui. Travaille bien. Après, s'il se fait connaître aussi, et s'il veut trouver du travail, il en trouvera toujours. Je pense qu'on est quand même dans un métier où il y a du boulot, donc je pense que c'est faisable. On est même un des rares métiers où si on voulait rechercher du boulot, on n'est même pas obligé de déposer une annonce à Pôle emploi. Juste par relation, on trouve du boulot. Oui, donc finalement, quand on dit, quand le gouvernement ou la région dit il faut de plus en plus d'apprentis parce que ça va ramener vers le chemin du travail, c'est sans doute vrai alors.
En tout cas, dans Ouais. votre secteur, c'est vrai. Oui, c'est vrai dans nos secteurs, oui. Et vous, aujourd'hui, vous pourriez en prendre plus des apprentis ou pas? Oui, je pourrais avoir en boulangerie, par exemple. En pâtisserie, ça commence quand même à saturer, mais en boulangerie, on pourrait en prendre un de plus. Mais il faut savoir que chaque apprenti doit avoir un maître d'apprentissage. Bien sûr. Le maître d'apprentissage ne peut pas avoir plus de 2 apprentis. C'est une loi, c'est comme ça. Oui. Donc, il y a un moment après, ça se réduit. Forcément, Ouais. on est limité. Sachant que le maître d'apprentissage, il faut qu'il ait 2 ans minimum d'expérience pour former au même diplôme équivalent, quoi. Et donc, ça limite après. Par rapport à ce Grenelle de l'apprentissage là, qui va avoir lieu jeudi en région, vous avez des attentes, vous, par rapport à un événement comme celui-là ou pas? Pas vraiment, non, pas non, vraiment. Finalement, parce que vous, tout va très bien. Il y a des lois qui vont sortir, on attend, parce que on entend un peu à droite à gauche la suppression de la prime d'apprentissage, est-ce qu'elle va se faire, va pas se faire. Mais c'est 1 000 € par apprenti. Hein. Ouais, à peu près en moyenne, Ouais. oui. Ça, c'est quand même un inconvénient. Après, là, on a entendu parler depuis quelque temps, les salaires des CAP étaient exonérés. Donc, on n'avait pas de salaire sur un CAP, mais il faut savoir que c'était sur un CAP mineur. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais pas complètement à 100%, on va dire. Ouais, il y a encore des petits efforts à Voilà, faire. c'est ça. En tout cas, on pourra suivre sur le site de la région Pays de la Loire, parce que ça a lieu à l'hôtel de région, donc cette réunion des acteurs. Ça sera diffusé en direct sur le site si vous voulez prendre des informations aussi sur l'apprentissage en région. Le site de la région Pays de la Loire s'affiche. Et il y a également le site de David Picot qui est en lien si on veut aussi aller goûter vos productions, vos créations gourmandes. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau pour nous faire partager votre témoignage de l'apprentissage. Et tout de suite, comme promis, nous allons retrouver la chronique de Bretagne Vivante, une petite balade en nature. On débriefe avec nos invités. Mais oui, ça s'est bien passé. Et on accueille Jean-Pierre Gouret. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes bénévole de l'association Bretagne Vivante et conservateur d'une réserve de nature qui se trouve à Trélières. Alors, c'est vrai qu'avec Bretagne Vivante, quand vous venez dans cette émission, vous nous avez déjà parlé du comptage des oiseaux, du recensement des grenouilles. Et là, donc, on parle d'une réserve de nature. C'est quoi une réserve de nature? Ça veut dire quoi? Eh bien, si vous voulez, le cœur de notre métier, c'est la défense de la biodiversité, la faune, la flore, etc. Alors, on peut le faire de différentes façons. On peut attirer l'attention des collectivités territoriales en leur faisant remarquer que s'ils font ça, ils vont détruire des espèces, etc. On le fait, ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut de temps en temps créer des espaces où on a, nous, la maîtrise. Oui. Donc, on a la maîtrise d'un espace naturel, on prend des dispositions pour que, eh bien, telle ou telle espèce, tel milieu soit préservé. Voilà. Donc, l'objectif, c'est la préservation de la biodiversité sur un espace voilà, de plus ou créer moins les grand. conditions pour que la faune et la flore soient en bon état et voilà, qu'elles ne soient pas perturbées. Donc là, on voit le site justement de la réserve de Galiane à Trélières. Avec, donc voilà, on peut trouver un des petit petits triton, un triton palmé, voilà. Et donc, bien, dans cette petite réserve, justement, l'intérêt, c'est que sur un tout petit espace, on a différents milieux. On a une mare et on s'attache à maintenir de bonnes conditions. On voit une larve de libellule, là, par exemple. Et donc, si on n'intervenait pas sur cette mare, par exemple, elle se comblerait petit à petit et puis toutes ces espèces disparaîtraient. Oui. Donc, il faut un peu d'interventionnisme, mais mesuré, réfléchi. Hein, et pour que l'homme accompagne un petit peu la nature. Exactement, Facilite un petit peu les choses. c'est ce qu'on fait. Donc il y a des mares, comme on l'a vu, mais il y a aussi de quoi cueillir les blaireaux. Il y a des terriers de blaireaux, c'est Alors, ça? c'est pas nous qui les avons mis C'est là, eux tout seuls. mais c'est eux qui ont choisi d'élire domicile dans cette réserve. Il y a une blaireautière, effectivement. Et alors, on les voit dans pas, les images. On les voit pas, les blaireaux, mais on voit l'entrée de leur habitat. Et ils en prennent à leur aise, hein, parce qu'on voit ici un chemin, et dans le milieu du chemin, il y a une entrée de terrier. Voilà, là on voit l'entrée. Alors, voilà, c'est des gros trous, hein, parce que ça fait 35-40 cm de diamètre, et donc apparemment celle-ci, cette blaireautière est toujours habitée par nos amis les blaireaux. Vous les avez déjà vus, vous?
Non, les non, blaireaux moi blancs, je vous les ai voyez jamais pas? vus. Ah, Non, vraiment non, pas. parce que vous savez, pour les voir, il faut soit se coucher tard, soit se lever tôt, Trop tôt. ou alors on met des caméras thermiques pour, Oui, c'est ça. pour les observer. Bon, on fera ça la prochaine fois, on mettra des caméras thermiques. Voilà. En tout cas, ce sont des sites qui sont accessibles au grand public. Ça ne veut pas dire que quand on veut préserver la nature, on la met sous cloche et puis l'humain non, n'est pas non, le là, bienvenu. On peut y aller. Ce site est parfaitement accessible à tout le monde. Le sentier qu'on voyait, c'est un chemin de grande randonnée et la réserve, elle est juste adjacente à ce sentier. Donc, on peut tous y aller. Il faut éviter d'y aller en mobilette ou en quad, quoi. Ouais, voilà. Comme c'était le cas autrefois. Ouais, éviter Mais de ramener un peu de pollution. Voilà. Maintenant, ça s'est un peu calmé et effectivement, il y a un petit balisage qui est mis en place parce que cette réserve, elle a l'intérêt d'être à la disposition d'une école qui est juste à côté, enfin à un petit kilomètre, et les élèves y viennent et ils ont balisé, ils ont créé des petits panneaux d'affichage pour informer le public qui passe. Voilà, pour quand on se balade, on sache un peu ce qu'on voit. Voilà, on sache ce que l'on voit et on sache comment se comporter. Oui, aussi. Voilà. Ne pas déranger les tritons et les libellules. Et les blaireaux. Et les blaireaux aussi. Alors, il faut savoir qu'il y en a une vingtaine en Loire-Atlantique de ces réserves de nature. Oui. À Carquefou, à Saffré, à Blain, aussi sur la presqu'île guérandaise. Oui. On peut trouver plus d'infos là, auprès de l'association Bretagne Vivante. On a les coordonnées qui s'affichent, le siège, et puis également le site internet. Voilà, on a à peu près tout dit pour cette réserve de nature. Oui. Jean-Pierre. Oui, c'est bon. Voilà, Ouais, c'est on bon. a fait le tour. Si vous le dites. En tout cas, merci. Et n'hésitez pas à vous y rendre à cette réserve de nature de Trélières, donc pour aller observer la nature de plus près. Et merci encore à nos invités d'avoir été avec nous. Rendez-vous à Trélières, on y va tous ensemble juste après. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.